Alors, il faut distinguer la taille des entreprises. Il est bien évident que ce qui se passe dans les grosses entreprises par rapport aux petites, on ne peut pas en dire la même chose. Alors, ce qu'on observe, nous, dans les grosses entreprises, c'est que l'on a des formes d'organisation du travail, d'abord, qui éloignent le management du salarié. Le management n'a plus le contact de façon facile avec le terrain. De l'autre côté, le salarié a du mal à trouver le répondant, le responsable par rapport aux problèmes qui le préoccupent. Ça pose un problème parce qu'ils ont besoin d'être encadrés, les choses doivent être organisées. Ça pose un problème parce que personne ne leur renvoie le sens de ce qu'ils font, la qualité du travail qu'ils font dans le quotidien de leur métier. Et ça pose un problème aussi, puisque le collectif de travail a du mal à fonctionner, d'autant plus que dans les nouvelles formes d'organisation du travail, on a un contact de plus en plus étroit entre le salarié et le client. Le salarié est directement en contact avec le client dans les industries, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, ce qui était le cas dans les services quand un client venait dans un guichet de l'administration, il était en contact direct avec le salarié, et c'était à peu près le seul cas où on avait cette relation frontale entre client et salarié. Maintenant, le salarié est en contact direct dans son organisation du travail, dans la façon dont il doit travailler avec le client. En termes d'organisation du travail, on a aussi maintenant des organisations, des façons de manager les entreprises qui sont importées d'ailleurs, des formes de management. On a connu le management par la qualité, le management par la participation. Et maintenant, on voit apparaître, on voit plus qu'apparaître, se démultiplie de façon pratiquement exponentielle le lean management dans les entreprises, qui est issu du toyotisme, provenant donc de l'industrie automobile au Japon, et qui s'est répandu à la fois dans l'industrie, mais aussi maintenant dans les services, voire l'administration. Et cette forme d'organisation du travail qui, comme son nom l'indique, est chargée de combattre le gras, puisque lean ça veut dire maigre, peut apparaître une forme d'organisation qui va regarder le travail dans sa réalité, puisqu'on demande aux salariés dans cette forme d'organisation d'exprimer ce qu'ils font réellement et d'en faire la critique par rapport à l'efficacité du travail, mais en arrière-plan, le lean management est là pour augmenter la productivité. Et donc, on ne peut aboutir à des formes de lean management qui seraient vertueuses, je mets serait au conditionnel parce que c'est à démontrer, par rapport aux meilleures conditions de travail. Mais la plupart du temps, ça aboutit à des aberrations lorsque l'on pousse le raisonnement pour réduire le geste ou pour réduire telle partie de l'activité. On peut aboutir à demander à un salarié de poser son stylo à droite plutôt qu'à gauche, lorsqu'il est gaucher ou lorsqu'il est droitier, pour gagner du temps. Donc on arrive à exacerber la façon d'organiser le travail, et donc à aller à l'encontre des marges de manœuvre que doivent avoir les salariés en ayant des temps de respiration, en ayant des temps d'échange qui participent à la bonne qualité du travail et qui participe à la régulation entre ce que le prescrit dit que l'on doit faire et la façon dont on peut le faire, parce que la réalité n'est jamais exactement superposable à ce qui a été prévu. Alors, ce qu'on a remarqué vraiment dans les entreprises où on a travaillé avec nos équipes, c'est que les risques psychosociaux, par-delà les modes d'organisation du travail, ont d'autant plus de chances d'apparaître que les salariés ont un sentiment d'injustice. Et s'ils ont un sentiment d'injustice, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment associés
aux façons dont les choses sont décidées ou tranchées dans l'entreprise. En clair, ça manque de démocratie dans l'entreprise. Et ce type de problématique que l'on n'aborde pas spontanément lorsqu'un intervenant va dans une entreprise pour traiter des risques psychosociaux est pour nous fondamental à traiter pour prévenir les risques psychosociaux. Et pas simplement pour prévenir les risques psychosociaux, c'est un problème d'éthique de fonctionnement de l'entreprise qui a certainement aussi intérêt dans son objectif d'être performante. Lorsque il y a une cohésion sociale avec un partage de décisions, non pas au sens où les salariés vont prendre la décision par rapport au manager, mais au sens où il y a une participation à la prise de décision avec une possibilité d'échange et de confrontation lorsqu'elles sont prises, on s'aperçoit que on fait tomber les problèmes de tension et les problèmes qui génèrent les risques psychosociaux. Donc, ce qui veut dire que dans la gouvernance des entreprises, il y a des espaces que les salariés doivent réinvestir au travers de leurs représentants. Alors, pour les grosses entreprises, on pense au conseil d'administration. Et d'ailleurs, pour un autre motif, le rapport Gallois a proposé que des administrateurs salariés aient un pouvoir délibératif dans les conseils d'administration. Le comité d'entreprise et les CHSCT ou le CHSCT doivent être associés, participer ou informer au moment où les grandes décisions qui vont structurer ou restructurer la façon de fonctionner dans l'entreprise et donc les organisations du travail ou les procédures de travail, il faut que, en anticipation, au moment où les décisions sont prises, et non pas une fois qu'elles sont décidées, il y ait un débat en comité d'entreprise et aussi au CHSCT pour que on puisse éventuellement, lorsque une démarche de ce type sera aboutie, se dire ce qui est projeté dans l'entreprise en termes de restructuration ou de refondation est susceptible de produire des dégâts humains tels qu'il faut peut-être passer à une autre façon de faire que celle qu'on avait prévue initialement. Et donc, en ce qui concerne plus précisément les CHSCT, ce dont on s'est aperçu, c'est que sur les risques psychosociaux, ils sont en position aval, c'est-à-dire qu'ils interviennent lorsque les dégâts humains sont apparus dans l'entreprise et qu'ils ne sont pas en posture et en position de pouvoir prévenir au moment où les décisions sont prises. Et donc, on aura toujours cette difficulté, parce que le CHSCT n'est pas un organe où on l'informe des décisions qui sont prises, où on l'informe des restructurations d'entreprise. C'est un organisme de représentation du personnel où l'on parle d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail. C'est déjà dans une situation aval par rapport à la façon dont l'entreprise est gouvernée et à la façon dont l'entreprise est organisée. Donc on a cette difficulté. Et donc le CHSCT est incontournable, mais il faut aussi une étape pour avoir une confrontation sur les conséquences humaines par rapport aux restructurations ou par rapport aux nouvelles façons de procéder dans l'entreprise qui prennent en compte le facteur humain. Et ça doit être fait au moment où les décisions sont prises. Ça doit faire partie intégrante de la décision. Pendant toute la période où les risques psychosociaux ont émergé, ça a émergé et puis ça persiste, on s'est aperçu que c'était une bonne occasion, là où la réflexion avait pu être menée en partenariat entre les entreprises, dans les entreprises, entre les directions, les organisations syndicales, c'était une bonne occasion de revisiter le travail, et donc de s'apercevoir que il y avait besoin de permettre aux salariés de retrouver le sens de leur travail, puisqu'on ne peut pas travailler sans avoir un sens, à retrouver le sens de ce que l'on fait, sans avoir une reconnaissance par rapport à ce que l'on fait, et sans avoir le souci du travail bien fait.
Si on n'a pas ces conditions-là pour travailler, on rentre dans une spirale de potentiel de souffrance. Donc, le dialogue social qui a réussi, ou le travail d'entreprise qui a réussi à aller jusque-là, par rapport à une crise ou par rapport à un problème de risques psychosociaux, a touché du doigt le sens du travail, la qualité du travail et l'investissement qu'un salarié met dans son travail. Et donc, immédiatement, pour que l'on puisse travailler là-dessus, il faut redonner une dimension et un fonctionnement au collectif de travail, c'est-à-dire que les personnes qui participent dans un service, dans une unité de travail, à la production d'un même bien ou d'un même service, soient en capacité d'échanger sur la façon dont ils procèdent, de mettre en évidence les uns les autres leurs ficelles de métier et pouvoir avoir la reconnaissance des pairs par rapport à la nature du travail que individuellement chacun des salariés du collectif met en œuvre. Donc cette dimension du collectif redonne du sens au travail, au sens où il y a une espèce d'émulation, de confrontation sur ce qui se passe réellement entre salariés qui font le même boulot, et puis permet, et là le management de proximité doit être partie prenante, permet au management de proximité d'avoir la réalité, de voir la réalité du travail telle que les salariés la mettent en œuvre et telle que les salariés la vivent, et aussi permet cette dimension collective de discuter autour de son travail, permet au management de proximité de pouvoir agir sur les choses à modifier, sur les régulations à effectuer dans le collectif, pour peu que l'organisation générale du travail lui laisse des marges de décision suffisantes. Si lui n'a pas la capacité d'organiser sur son périmètre de responsabilité, je dirais, le quotidien et les choses pour que ça s'arrange, on voit bien évidemment que l'expression des salariés qui fera remonter des difficultés, si elle ne trouve pas de conclusion dans une amélioration concrète, on va arriver aussi à un mécanisme de souffrance ou de frustration du collectif. Et donc, si la mise à plat des dysfonctionnements par l'émergence du risque psychosociaux est vraiment un bon moyen de se repencher sur l'organisation fine du travail et sur l'investissement des salariés pour augmenter, je dirais, leur implication en reconnaissant la valeur de leur travail. Et donc, dans un idéal, un travail n'est pas fait pour souffrir, hein. Il est fait pour construire son existence, il est un moteur de sa construction personnelle et de la construction sociale, et si le travail pour un individu ne répond pas à ces enjeux, bien évidemment c'est pénalisant pour l'individu, mais c'est aussi pénalisant pour l'entreprise qui l'emploie.